Vous avez clairement bien kiffé la première partie de cet iceberg. Et perso, j'adore aussi ce genre d'histoire incroyable, aux frontières du réel et à la croisée du fantastique et de la science-fiction. On va donc continuer notre exploration des meilleurs posts de r/Glitch in the Matrix, un subreddit dédié au phénomène que la logique rationnelle n'arrive pas à expliquer. Pour rappel, les histoires qu'on va voir ensemble ne reposent que sur les témoignages qui les décrivent. Autrement dit, à vous d'y croire ou non. Ce qu'elles ont toutes en commun, cela dit, c'est d'être complètement folles et, je trouve, fascinantes. Dans ce nouvel épisode, on va donc voir 9 histoires tirées de l'iceberg des bugs dans la matrice. Et on commence sans attendre par celle qu'on trouve sous l'entrée VHS Tape. Une histoire tellement tordue que, pour le coup, je la pense vraie. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Elle est postée le 13 octobre 2021 par l'utilisatrice Jabot23 et porte le titre suivant. J'ai trouvé une cassette VHS de moi enfant dans le grenier de mes beaux-parents. Voici ce que raconte Lopé. Tout a commencé il y a quelques semaines lorsque mon mari a décidé de faire un tour dans le grenier de ses parents pour vérifier si aucune de ses vieilles cartes Pokémon n'avait de la valeur. Sa mère y a conservé chacun des jouets qu'il a jamais eus, donc il y a des dizaines de boîtes avec ses affaires que nous avons fouillées. On en a trouvé une qui clairement n'avait pas été ouverte depuis très longtemps. Elle était scellée avec du scotch et des sacs plastiques d'un magasin qui n'existe plus dans notre ville depuis les années 1990. Et elle était pleine de vieilles VHS de vidéos familiales. Ses parents ont documenté tellement de moments de son enfance que chaque soir nous en avons regardé une après le dîner en compagnie de ses parents. C'était vraiment amusant de voir ces vidéos de la fin des années 80 et du début des années 90. Il y a quelques nuits de cela, mon mari met une nouvelle cassette dans le magnétoscope et la première chose que nous voyons est l'anniversaire des 16 ans de mon cousin, en 1994, et je me trouve dans la vidéo. Ses parents n'ont aucune idée de la manière dont ils ont obtenu cette cassette, et le truc encore plus étrange est que je n'ai aucune idée de qui a pu la filmer. J'ai demandé à tous mes oncles et tantes et personne n'a la moindre idée de quoi je parle. La vidéo me montre également en train de chercher des œufs de Pâques dans la maison de ma tante, toujours en 1994. Mes parents n'ont jamais possédé de caméscope, donc la cassette ne peut pas leur appartenir. Le fait que mes beaux-parents aient cette cassette est complètement insensé. On a essayé de trouver des explications logiques, mais aucune ne tient la route. D'après mes beaux-parents, ce carton de vidéo n'a pas été ouvert depuis qu'il a été mis dans le grenier, lorsque leur garage a été construit, en 2002, soit avant même que je rencontre mon mari. À l'époque où ils l'ont construit, j'avais à peine 11 ans, donc la cassette est là-haut depuis tout ce temps. Ce n'est pas comme si je l'avais ramenée d'une manière ou d'une autre avant de l'oublier. Alors, par quel moyen cette cassette a pu se retrouver là? Lopé précise que personne dans sa famille n'a même le souvenir de quelqu'un qui filmait ces événements. Le degré de bizarrerie de la chose paraît assez extrême. Mais cela ne refroidit en aucun cas les réditeurs qui recherchent une solution logique à cette énigme. Alors, il y a tout d'abord ceux qui s'imaginent que ça doit être le signe de plans secrets et inquiétants de la part de la belle famille de Lopé. On a ainsi ce réditeur qui suggère « Peut-être qu'ils t'observent depuis des années, pour s'assurer que tu es le spécimen parfait pour leur enfant. » Et dans une version encore plus barrée et surtout gore, j'aime bien la proposition de DS of America. C'est l'histoire classique de « J'ai épousé mon stalker d'enfance sans le savoir. La famille de ton mari sont peut-être des cannibales et ils te filmaient en tant que future victime potentielle, mais leur fils est tombé amoureux de ce qui était censé être son premier repas de chair humaine. » Tout ceci étant dit, au fil des commentaires, deux hypothèses beaucoup plus simples et rationnelles émergent. Lopé et son époux ayant grandi dans la même petite ville, les cassettes pourraient avoir été achetées lors d'un vide-grenier. Comme ses beaux-parents avaient l'habitude de filmer très régulièrement, ils ont peut-être fait des stocks de cassettes et ont simplement oublié d'enregistrer par-dessus. Encore plus intéressant, je trouve, il y a l'hypothèse de l'utilisatrice Randy Nicole 13. Elle se base sur le fait que les cassettes VHS lues par les magnétoscopes étaient différentes des cassettes utilisées dans les caméscopes. Celles-ci étaient plus petites et devaient être exportées vers une version VHS, un service que proposaient certains magasins de photos. Ainsi, dit-elle, si la famille de ton mari allait au même magasin que la personne qui a enregistré la fête d'anniversaire, il n'est pas impossible qu'ils aient reçu l'enregistrement de cette autre personne dans leur lot de VHS. Un autre réditeur confirme. C'est l'explication la plus probable. Ma famille avait une cassette vidéo de mariage qui a été interchangée avec celle d'un autre client quand nous sommes allés la récupérer. Je suis sûr que les autres clients ont accidentellement récupéré notre cassette. Ça arrive. Au final, cette histoire m'évoque celle de ce couple de Chinois qui s'est rendu compte que des années avant de se rencontrer, ils figuraient ensemble sur la même photo, prise au pied d'un monument historique situé à Qingdao. Dans le cas de Lopé, la coïncidence est encore plus troublante, mais il est possible de l'expliquer de manière rationnelle. Ce qui n'est pas le cas de l'histoire suivante, qu'on trouve au 4e niveau de l'iceberg sous le titre Glitchy Hospital Me.
Elle est postée le 11 avril 2016 par un utilisateur du nom de Eric Strife. Dans son message, l'OP explique qu'il travaille en tant qu'inhalothérapeute ou thérapeute respiratoire, autrement dit un professionnel spécialisé dans les soins pulmonaires. Ce qu'il raconte s'est déroulé quelques heures plus tôt dans l'hôpital où il travaille. Je m'occupais de 3 étages avec 13 patients sous ma responsabilité directe, dont 6 que je traitais depuis quelques jours et que je connaissais dans le sens où nous avions discuté pendant que je les soignais. La plupart des patients me considèrent comme une personne gentille, alors ils me parlent de leur vie, de leur famille, etc. Il y a cette dame en particulier, âgée de 73 ans, une patiente en phase terminale. Je la soigne depuis 4 jours maintenant, donc elle me connaît suffisamment pour ne pas me confondre avec quelqu'un d'autre. C'est une dame très sympathique. Vers 1h30 du matin, je me dirigeais vers sa chambre pour lui prodiguer un traitement. Mais alors que je marchais dans le couloir, une urgence a été signalée. J'ai dû faire demi-tour et courir jusqu'aux urgences pour m'occuper du cas critique que l'ambulance amenait. Je suis resté avec ce patient en arrêt cardio-respiratoire pendant une bonne vingtaine de minutes, avec toutes les infirmières et le médecin, en essayant de lui sauver la vie. Malheureusement, nous n'y sommes pas parvenus. Après cela, j'ai dû poursuivre ma tournée habituelle et mon prochain arrêt était évidemment la chambre de la dame que j'allais traiter avant l'arrivée de l'urgence. Je suis donc allé dans sa chambre et quand elle m'a vu, elle m'a demandé « Que s'est-il passé? Vous avez oublié quelque chose ?» Je n'y ai pas prêté attention et je lui ai dit que c'était l'heure de son traitement. Elle m'a alors répondu « Mais mon garçon, vous m'avez déjà donné le traitement il y a seulement quelques minutes. » J'ai dit « Madame, je ne l'ai pas fait, quelqu'un d'autre est-il venu vous donner un traitement ?» Elle a répondu « C'est vous qui me l'avez donné, il y a quelques minutes à peine. Vous êtes entré comme vous le faites toujours, vous m'avez demandé comment je me sentais et nous avons parlé d'ajuster ma dose. Et vous avez dit que vous vous pencheriez sur la question. » Notez bien qu'elle n'était pas seule, sa petite fille était là aussi et elle a également affirmé que j'étais venu juste quelques minutes plus tôt. Après avoir essayé de comprendre ce qu'elle venait de me dire, pendant quelques instants, j'ai demandé « Madame, vous êtes certaine que quelqu'un est venu ici pour vous donner le traitement ?» Ce à quoi elle a répondu « Pas quelqu'un, vous êtes le seul qui me soigne la nuit, vous et cette infirmière un peu folle là-bas. » J'étais confus et je lui ai demandé d'attendre une minute. Je suis sorti et j'ai marché jusqu'au bureau des infirmières où sont conservés les dossiers des patients, pour voir si quelqu'un y avait écrit quelque chose, en cherchant toute trace d'un traitement que quelqu'un aurait pu lui administrer. Mais rien n'était noté. Je suis retourné dans la chambre et lui ai dit que je devais tout de même lui administrer son traitement. Quoi qu'il en soit, pendant que je la traitais, j'ai interrogé sa petite fille à ce sujet. Et elle était également 100% certaine que c'était moi, que j'avais administré le traitement et que nous avions effectivement parlé d'ajuster sa dose. À ce stade, j'en suis à réfléchir et à me demander mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? J'étais aux urgences, il y avait plusieurs témoins et j'y suis resté pendant une bonne vingtaine de minutes. Mais la patiente et sa petite fille affirment que j'étais dans la chambre avec elle pendant ce temps-là. J'ai demandé à l'infirmière à la réception si elle avait vu quelqu'un entrer, ce à quoi elle a répondu « À part vous, personne ». J'ai insisté « Vous êtes sûr, vous n'avez vu personne entrer ?» Eh ben non, juste vous. Vous êtes entré, vous êtes resté là quelques minutes, puis vous êtes ressorti. Vous êtes passé juste devant moi et vous êtes descendu par les escaliers. Et vous venez juste de revenir. Donc l'infirmière affirme que je suis effectivement entré dans la chambre, puis que je suis parti et que je viens de revenir. Sauf que ce n'était pas moi car j'étais aux urgences. Après tout cela, j'ai parlé au garde de sécurité et lui ai demandé de bien vouloir vérifier les images de vidéosurveillance et de me dire si quelqu'un était entré. Environ une demi-heure plus tard, je suis revenu et il m'a dit que oui, en effet, quelqu'un était entré, qui me ressemblait physiquement, portant le même uniforme, mais qu'il n'avait pas pu distinguer le visage, car je n'avais jamais fait face à la caméra. Donc les images n'avaient jamais capté mon visage. Donc maintenant, il y a des images de moi entrant dans la chambre et, tenez-vous bien, des images de moi aux urgences au même moment. Inutile de vous dire qu'ils sont en train d'enquêter sur cette affaire en ce moment même. Comme je l'ai dit, tout cela s'est passé il y a seulement quelques heures, je viens de rentrer chez moi et pendant que je conduisais, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à un bug dans la matrice. Alors me voilà en train de poster ça pour que tout le monde puisse le lire. Voilà pour l'histoire originale de l'OP, extrêmement bizarre et qui évoque aussi bien les thèmes de l'usurpation d'identité que celle des doppelgangers, ces sosies qui, dans certaines cultures, s'apparentent à des sortes de doubles maléfiques. Mais avant de voir les pistes explorées par les redditeurs dans les commentaires, il faut mentionner les updates apportés par l'OP dans les jours suivants. Dans une première mise à jour, il explique que son histoire fait beaucoup parler à l'hôpital où il travaille et surtout que l'administration est en train d'enquêter. Les vidéos de surveillance confirment l'histoire et la patiente ainsi que sa petite fille ont été interrogées. Pour la direction, le risque est évidemment que quelqu'un se soit fait passer pour l'OP, dans un but obscur mais qui pose de sérieuses questions vis-à-vis de la sécurité de l'hôpital. Puis, au fil des updates, l'OP se rend compte que l'enquête ne va nulle part, malgré son insistance auprès de sa hiérarchie pour en savoir plus. Son post se termine sur cette phrase : « Je ferai une mise à jour si d'autres éléments apparaissent. »
Et vu qu'il n'y a pas d'autres mises à jour, on en déduit qu'il n'y a pas non plus d'autres éléments à partager. Alors comment interpréter cette histoire si on décide de ne pas la traiter comme un simple exercice d'écriture créative? Pour Lope, cet autre, formellement identifié par l'infirmière, la patiente et sa petite fille, était bien lui, mais en provenance d'un autre univers. Les lignes temporelles se seraient croisées et cet autre lui d'une dimension parallèle aurait fait une incursion dans notre réalité. La perspective vaut d'ailleurs quelques remarques amusantes de la part d'autres éditeurs, par exemple avec Incentive qui dit « Et moi qui attends que mon doppelganger se pointe pour travailler à ma place ». Ou encore avec A Small Feat qui remarque « Dans l'autre univers, la patiente n'a jamais eu ses médicaments cette nuit-là. Et l'OP de l'autre univers est sérieusement confus parce qu'il sait qu'il les a donnés, et il risque peut-être de perdre son travail à cause de ça. » D'autres évoquent le don d'ubiquité ou de bilocation qui aurait par exemple permis au saint Padre Pio d'être présent à 2 endroits à la fois. Bref, on quitte cette histoire bizarre pour en découvrir une autre qui ne l'est pas moins, avec l'entrée intitulée Ghost Plane et qu'on trouve au 6e niveau de l'iceberg. L'histoire est postée le 29 septembre 2015 par le redditeur Melted Mind 25 sous le titre suivant. Ma femme et moi avons été témoins d'un glitch majeur. Voici ce qu'il raconte. Il y a de cela des années, probablement 15 ans ou plus, c'était avant l'invention des téléphones portables, ma femme et moi roulions à travers une forêt nationale, à environ 1 heure de notre ville, en direction d'une ville voisine. Nous étions sur une autoroute à 2 voies qui traversait une colline, quand on a tous les deux vu un avion de ligne crachant de la fumée et du feu qui descendait vers la forêt. L'avion était si proche de nous qu'on pouvait voir les visages des passagers derrière les hublots. Nous avons tous les deux regardé, stupéfaits, l'avion disparaître derrière la colline à côté de nous. Il n'y avait aucune route dans cette direction, donc on s'est dépêché de rejoindre la ville la plus proche, qui se trouvait à environ 20 minutes de là. Une fois sur place, nous avons demandé s'il y avait des informations sur le crash de l'avion ou si quelqu'un avait entendu quelque chose. Les gens nous ont regardés comme si nous étions fous. Il n'y avait pas eu de crash d'avion, pas d'urgence signalée, rien. Ma femme et moi avons passé de nombreuses heures à discuter de ce que nous avions vu. Il n'y a aucun doute qu'on a tous les deux vu des gens au hublot. On a tous les deux vu les flammes et la fumée. L'avion faisait la taille d'un 737. On a eu quelques expériences étranges autour des forêts nationales, mais celle-ci est de loin la plus étrange. En effet, c'est super bizarre. Et Lope ajoute quelques détails en réponse aux commentaires. Il précise que c'était la forêt de Sylamore entre Calico Rock et Mountain View dans l'Arkansas. Et lorsqu'on lui demande l'expression des passagers derrière leurs fenêtres, Lope répond qu'il ne pouvait pas les distinguer et qu'il voyait seulement leur silhouette. D'après Lope, l'avion n'était pas à plus d'une 60aine de mètres, ce qui semble extrêmement proche. Il y a aussi ceux qui remarquent que l'expérience fait penser au film Donnie Darko. Et puis il y a l'utilisateur The Endish Eye qui précise: elles sont difficiles à trouver, mais il y a pas mal d'histoires similaires. Assez pour se demander s'il ne s'agit pas en effet de l'aperçu d'un crash futur, d'une sorte d'écho d'un univers parallèle ou d'un phénomène fantôme ou quelque chose du genre. Dans la même veine, un redditeur suggère de regarder s'il n'y a pas eu des crashs à cet endroit. Car comme dans une maison hantée qui rejoue des scènes passées, il pourrait avoir assisté à la répétition d'un événement réel. Cependant, malgré des heures de recherche, Lope dit n'avoir rien trouvé. Un autre redditeur partage quant à lui un lien vers un article parlant d'avions fantômes, un phénomène que de multiples témoins auraient rapporté, notamment en Angleterre. Ces apparitions auraient une chose en commun, le fait d'être totalement silencieuses. En réponse à cet article, Lope déclare d'ailleurs: c'est vraiment bizarre, ça ressemble beaucoup à ce que nous avons vécu. Je n'y avais jamais pensé avant de lire ça, mais je ne me souviens pas non plus d'avoir entendu de son, alors que ça aurait dû faire un vacarme assourdissant. Alors, apparition fantomatique, manifestation d'un événement futur ou simple bug de 2 personnes victimes d'une illusion d'optique? Le mystère reste entier. On va maintenant se pencher sur l'histoire intitulée Ruby Tuesday au 6e niveau de l'iceberg. Elle est postée le 4 mars 2013 par l'utilisateur X53081 sous le titre « C'est une longue histoire, mais assurément la chose la plus étrange que j'ai jamais vécue. » Lope explique qu'il revenait d'un road trip avec son frère, qu'il avait emmené de Portland jusqu'en Floride pour aller voir leur sœur et son nouveau-né. À l'aller, ils avaient traversé le pays en diagonale, mais la neige avait considérablement ralenti leur voyage, le faisant passer de 3 à 5 jours. Pour le retour, ils choisissent donc de prendre l'Interstate I-10 jusqu'à Los Angeles avant de remonter vers Portland, une route plus longue mais dégagée.
Le premier jour de voyage s'est déroulé sans accroc. On a réussi à conduire plus de 2000 km de Port-Saint-Lucie jusqu'à San Antonio avant de s'arrêter pour la nuit. L'idée était de faire le reste de la route jusqu'à Las Vegas la nuit suivante. Le voyage se déroulait bien. Ce n'est que lorsqu'on a quitté San Antonio que les glitches ont commencé à se produire. Notre voiture était une Honda Civic hybride de 2008. Pendant tout le trajet, nous avons consommé une moyenne de 6,7 litres au 100, donc on savait exactement combien de kilomètres on pouvait faire avec un plein. On savait qu'il fallait refaire le plein vers 550 km, mais on pouvait pousser ce chiffre jusqu'à 650 si nécessaire. Environ 160 km après être sorti de San Antonio, j'ai remarqué que la jauge de carburant baissait beaucoup plus vite que d'habitude. Donc j'ai cliqué sur le bouton pour changer l'affichage du tableau de bord, pour découvrir que la voiture consommait plus de 9 litres au 100. Au début j'étais choqué, mais je me suis dit que c'était peut-être dû au fait que nous étions sur une très longue pente. Je me suis dit que sur le plein entier, ça finirait par s'équilibrer et que nous terminerions avec une moyenne d'environ 6,7 litres au 100. Je me trompais. L'OP explique qu'il a réfléchi à de nombreuses reprises à cette surconsommation de carburant qui était insensée. Au final, il pense qu'il s'agissait d'un glitch intentionnel destiné à le faire s'arrêter là où ils ont fini par faire le plein. Ainsi, après avoir fait un arrêt dans une station-service à Fort Stockton, ils se remettent en route en suivant le GPS. Rapidement, cela dit, ils se rendent compte qu'ils ne sont plus sur l'Interstate 10, mais sur l'autoroute 285. Le GPS leur faisant parfois faire de petits crochets, ils n'en pensent pas grand-chose sur le coup et continuent à le suivre. La suite est encore plus bizarre, comme l'explique l'OP. Après 1h30 à conduire sur l'autoroute 285, on a traversé la frontière du Nouveau-Mexique, soit environ 2 heures plus tôt que prévu. À ce moment-là, on a réalisé que le GPS pensait que c'était le meilleur moyen d'atteindre Vegas, même si selon toutes les estimations, le trajet aurait été plus rapide d'environ 1 heure si nous étions restés sur l'Interstate 10. Ça nous a agacés, mais on a décidé de s'en tenir à la route indiquée par le GPS. Environ 5 heures après avoir fait le plein à Fort Stockton, mon frère et moi avions faim, et on a décidé de trouver un endroit où manger. La conduite dans cette partie du Nouveau-Mexique est plutôt solitaire, il y a très peu de villes et là où il y en a, elles sont petites et donnent l'impression d'être sur le point de se transformer en ville fantôme. L'OP et son frère traversent ainsi quelques petits bleds dont il énumère les noms, Vaughn, Encino, avant d'arriver à un endroit qui n'apparaît pas dans le GPS. Ce n'était pas vraiment surprenant car j'utilisais un GPS portable bon marché qui perdait son signal tout le temps, mais en général les seules choses qui n'affichaient pas étaient les routes et zones nouvellement construites. Cette ville n'était certainement pas nouvelle donc je me suis dit que c'était le GPS qui déconnait. La chose la plus étrange en trouvant cette ville, c'est qu'aucun de nous ne se souvient d'avoir vu la moindre signalisation annonçant qu'on approchait d'une ville de cette taille. Il y avait plusieurs fast-food, des restaurants, des hôtels, des motels, un supermarché et même quelques bars. À la louche, je dirais que la ville comptait bien 10 à 20 000 habitants. On a décidé de s'arrêter pour manger un morceau. Normalement, on aurait sans doute choisi un fast-food, mais mon frère a vu un Ruby Tuesday et il voulait vraiment l'essayer. Il y avait quelques Ruby Tuesday autour de Portland à l'époque, mais ni lui ni moi n'y étions jamais allés. On avait juste entendu dire qu'ils avaient un bar à salade très sympa. À ce moment-là, l'OP précise que pour la suite de l'histoire, il se désignera sous la lettre N et son frère comme étant G. On s'est garé sur le parking du Ruby Tuesday, sommes sortis de la voiture et avons marché vers le restaurant. Immédiatement après être entrés, une serveuse qui traînait près du comptoir d'accueil nous a dit « Oh dis donc, si c'est pas N et G !» Mon frère et moi avons répondu que c'était bien nous et la serveuse a continué en nous demandant comment était la vie à Portland. Soudain j'ai eu un déclic. Cette fille sait qui nous sommes alors qu'on est à plus de 1600 km de chez nous. Est-ce qu'on la connaît de Portland ? Mon frère et moi avons répondu de manière assez vague et basique à sa question, et je pouvais voir qu'elle avait l'air un peu déstabilisée par le fait que nous soyons évasifs. Quand on a été installé, mon frère m'a immédiatement demandé d'où nous la connaissions, ce qui était la même question que j'allais lui poser. Je lui ai dit que je n'avais aucune idée de qui elle était et qu'elle nous avait manifestement confondus avec d'autres personnes. Pas plus d'1 minute plus tard, le barman nous approche et dit « La vache, pas possible, G et N, vous revenez pour travailler avec nous ?» Mon frère a dit au gars qu'il nous confondait avec d'autres personnes. Lui a rigolé et pris la réponse de mon frère comme si c'était une blague. Le barman a poursuivi et a commencé à nous demander comment on s'était débrouillé avec notre cours d'anatomie et de physiologie à l'université de l'Oregon. Et je me souviens avoir soudain pensé, ce n'est plus une coïncidence. Mon frère et moi avions suivi un tel cours de 3 mois à l'université d'État de Portland quand nous avions une vingtaine d'années. Nous approchions des 30 ans lorsque cette interaction s'est déroulée. J'ai fini par demander au gars d'où il nous connaissait exactement. Il a juste fait une pause en me regardant attentivement. Puis il a dit « Ah mince, vous ressemblez juste énormément à des gars qui ont travaillé ici ». Il s'est excusé et nous a dit qu'il devait retourner travailler. Peu après, notre nourriture est arrivée et mon frère et moi avons remarqué qu'ils avaient changé notre serveuse. Ce n'était plus la fille qui nous avait reconnus en entrant. Ce n'était pas très grave, bien qu'un peu étrange. Ensuite, un type qui, je suppose, devait être le manager, a commencé à se diriger vers notre table avec un grand sourire.
Alors qu'il était à environ 3 mètres de nous, il regarde derrière moi et s'arrête. Je pense que quelqu'un derrière moi lui faisait signe de ne pas nous parler. Et après ça, il a fait un brusque virage à 90 degrés et il est parti sans rien dire. C'est rapidement devenu le repas le plus étrange de nos vies. On est passé d'une ambiance de fête pour notre arrivée à tout le monde qui évitait à tout prix de croiser notre regard. Après avoir terminé nos plats, la serveuse nous a dit que les caisses étaient bloquées et que le repas était offert par la maison. J'avais vraiment envie de demander à la serveuse le nom de la ville où nous étions, mais j'avais aussi vraiment envie de partir de là. Après avoir quitté le restaurant, nous arrivions à court d'essence, alors j'ai décidé de faire le plein avant de reprendre l'autoroute. Je supposais que le nom de la ville serait indiqué sur le reçu, mais nous n'avons pas eu l'occasion de le voir. L'OP explique en effet que la configuration des rues les a forcés à quitter la ville sans pouvoir faire le plein. Ils n'ont pu mettre de l'essence dans leur voiture que 20 minutes plus tard, sur une aire de repos de l'autoroute. Le reste du voyage s'est déroulé de manière très ordinaire. Nous avons longuement parlé de ce qui s'était passé dans ce Ruby Tuesday au milieu du Nouveau-Mexique. On a imaginé des explications comme quoi nous avions des sosies avec les mêmes noms. Nous nous sommes convaincus que c'était simplement une énorme coïncidence. Puis quand nous sommes finalement rentrés à Portland, nous avons décidé de faire quelques recherches pour découvrir le nom de cette ville. Et c'est là que ça devient encore plus bizarre, l'OP partage cette carte qui montre exactement la route qu'ils ont suivie. Or, il n'y a rien à l'endroit où ils sont supposés s'être arrêtés. Je ne vois nulle part sur la carte normale ou la carte satellite où cette petite ville pourrait être. Nous n'avons jamais vraiment pu expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Je me souviens encore très clairement du visage mal à l'aise de la serveuse face à notre comportement, du changement de voix du barman quand il a réalisé que nous n'étions pas les personnes qu'il pensait, et de ma pensée que le manager ressemblait comme 2 gouttes d'eau à l'acteur Ken Moreno. Mon frère et moi savons que ces choses se sont produites, mais nous n'avons jamais pu trouver l'explication. En résumé, apparemment mon frère et moi avons travaillé dans un Ruby Tuesday au beau milieu du Nouveau-Mexique. Certains réditeurs essayent d'apporter une explication à cette suite d'événements étranges. On a notamment Zaphod Bibrox pour qui l'OP et son frère étaient 2 espions. Leur mémoire a simplement été effacée suite à la découverte d'une information très compromettante et le Ruby Tuesday dans le désert n'était en réalité qu'une façade tenue par la CIA, le FBI ou la NSA. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'acceptaient pas de paiement. D'autres disent avoir identifié la ville, il s'agirait de North Lucy qui apparaît bien sur Bing Maps et MapQuest, mais bizarrement pas sur Google Maps. D'autres précisent qu'il s'agit d'un trou paumé et que les photos satellites montrent bien qu'il n'y a aucun restaurant là-bas. En passant, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce en l'air. Ça aide clairement cette série de vidéos et c'est toujours agréable de savoir que mon travail vous plaît. Merci à vous, on continue. On passe maintenant à l'entrée intitulée Get Pee Now, située tout en bas dans les abysses de l'iceberg. Cette histoire est partagée le 16 mai 2019 par l'utilisateur de Hills Have Cries dans un thread consacré à la maison de sa tante, où se dérouleraient des phénomènes étranges. En réponse à un commentaire qui lui demande plus de détails sur les choses dont sa tante dit avoir été témoin, l'OP raconte ceci. Un jour, ma tante était dans cette maison quand mon cousin aîné, que j'appellerai P, était plus jeune et que je n'étais pas encore né. Elle a vaporisé du nettoyant sur le comptoir d'un meuble pour le nettoyer et elle est sortie fumer une cigarette. En revenant à l'intérieur et en regardant à travers les pièces, c'était une maison très ouverte, elle a vu quelqu'un qu'elle ne connaissait pas en train de jouer avec la mousse qui recouvrait le comptoir. Elle a appelé et la personne l'a regardée. Et ma tante jure que c'était elle-même. Cette personne a commencé à imiter ses mouvements comme un miroir. Après environ 2 minutes à se fixer du regard, la personne a ouvert la porte latérale et a traversé son énorme jardin de manière incompréhensiblement rapide, jusqu'à ce qu'elle passe par-dessus sa clôture en fer et disparaisse de sa vue, mais pas avant de se retourner vers elle en imitant son geste de mettre sa main au-dessus de ses yeux pour se protéger du soleil. Ma tante est retournée au comptoir et il y était écrit « Va chercher P maintenant ». Elle a complètement paniqué et elle est sortie en courant, en criant pour appeler son fils. Sans qu'elle ou lui ne le sache, il jouait dans un champ qui était en train d'être moissonné par une moissonneuse-batteuse, et il était complètement perdu. Il était terrifié, courant sans but pendant que cette moissonneuse-batteuse labourait le champ autour de lui, jusqu'à ce qu'il entende sa mère l'appeler. C'est alors qu'il a su dans quelle direction courir. Donc l'apparition de ce double au comportement bizarre et effrayant est ce qui a permis à sa tante de peut-être sauver la vie de son fils. Je sais pas ce que vous en pensez, malgré cette fin positive, je trouve l'anecdote extrêmement creepy, même si j'ai du mal à croire qu'elle soit vraiment restée pendant 2 minutes à l'observer, ce qui paraît très long. Après, si l'histoire n'est pas tout simplement inventée de toutes pièces, j'imagine que si je me retrouvais confronté à mon double maléfique, ça me foutrait sacrément les jetons. Et j'aurais peut-être l'impression que le temps se fige. Quelques secondes pourraient ainsi sembler durer une éternité. On continue avec l'entrée For Kids, une sorte d'appel à l'aide qui a quelque chose d'à la fois inquiétant et profondément étrange.
Ce message est posté le 19 janvier 2019 par l'utilisateur For the Weird Stuff sous le titre « Où est mon enfant ?» Le voici. J'ai 4 enfants. Je sais que j'ai 4 enfants. Mais depuis récemment, j'ai le sentiment qu'il devrait y en avoir un de plus, mais qu'il est manquant. Quand on sort, je les compte et je m'affole parce que je ne trouve plus celui en plus. Je dois consciemment me rappeler qu'ils ne sont que 4, mais mon cœur refuse d'y croire. Alors je mets ça sur le compte des sensations étranges qu'on ressent parfois, et je mets ça de côté. Puis mes parents m'ont envoyé de l'argent pour les enfants. Ils m'ont envoyé 500 $. Je les ai appelés et je leur ai demandé pourquoi ils avaient mis autant. Ils étaient confus et m'ont dit qu'ils avaient envoyé 100 $ par enfant. Je leur ai alors rappelé que je n'avais que 4 enfants. Ils se sont tus quelques instants, puis ont ri en disant qu'ils devaient se faire vieux, car ils pensaient que j'en avais 5. Et puis ce soir, ma fille est entrée dans le salon. Elle a regardé autour d'elle et a dit « Je sais qu'on est tous là, mais notre famille semble petite. » Mon fils a dit qu'il était d'accord. Je ne leur avais rien dit quant à ces sentiments récents, parce qu'ils pensent que je suis déjà vieille et étourdie à 40 ans. Merci de m'avoir lu jusqu'ici. Est-ce que quelqu'un d'autre ressent parfois ce genre de choses? Dans les commentaires, un redditeur répond « On dirait que d'une manière ou d'une autre, un enfant a disparu de la vie de tout le monde, comme par une sorte de bug. Et je trouve ça plutôt triste. » Je sais, répond Lopé, j'ai l'impression de ne plus être entière. D'autres voient la chose de manière plus positive, comme cette réditrice qui explique. Ça m'arrivait à moi aussi, je regardais dans le rétroviseur en conduisant mes enfants et j'avais toujours l'impression qu'il en manquait un, alors qu'ils étaient tous là. Une fois, j'ai même mis une assiette de trop pour le petit déjeuner. Quelques années plus tard, j'ai eu mon petit dernier. Il a bientôt 2 ans, maintenant j'ai la sensation que la famille est complète. C'est peut-être de là que vient cette sensation de manque que ressent Lopé. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Enfin, comme le souligne un autre redditeur, il y a un film avec Julianne Moore qui se base sur une idée similaire, celle d'une mère qui se souvient d'un enfant qui, pour le reste du monde, n'a jamais existé. Le scénario est intéressant, mais le film n'a pas l'air très frais, avec un score Rotten Tomatoes de 31%. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vaut quand même le coup. Le poste suivant se trouve au 5e niveau de l'iceberg, sous l'entrée intitulée Future McDonald's. Et oui, on va parler de la célèbre chaîne de fast-food à l'égérie de clowns, mais dans un contexte plus qu'étrange. L'histoire est postée le 19 août 2014 par l'utilisateur NinjaNerdBGM, à l'origine sur le subreddit r/paranormal, avant d'être partagée sur r/glitchinthematrix. Elle porte le titre suivant. Je suis pratiquement sûr que je viens de faire un saut dans une autre dimension. Lopé explique qu'il était en train de coder quand son estomac s'est mis à gargouiller avec de plus en plus d'insistance, ce qui l'a poussé à faire une pause, le temps d'aller se chercher un McDo. Il s'habille, prend son chien avec lui et démarre sa voiture. Dehors, la nuit commence à tomber, et la suite des événements devient de plus en plus bizarre. Voici ce qu'il raconte. Alors que je quittais mon quartier en conduisant, j'ai commencé à remarquer que les lampadaires s'éteignaient systématiquement quand je passais sous eux, puis se rallumaient une fois que je les avais dépassés. J'ai trouvé ça étrange, mais j'ai mis ça sur le compte du hasard, car il m'était déjà arrivé que des lampadaires s'éteignent à mon passage. J'ai finalement atteint l'un des derniers virages pour sortir du quartier, mais en arrivant au panneau stop, j'ai senti une vague de quelque chose me submerger. Ma chienne s'est mise à gémir, je me suis retourné pour la regarder et elle s'était recroquevillée au milieu de la banquette arrière, la queue entre les pattes, le poil hérissé. J'ai eu l'impression que je venais de traverser un épais rideau d'électricité statique, honnêtement, et j'ai commencé à entendre un bruit de larcène étourdissant dans ma tête, tandis que ma vision se brouillait. Ça a duré quelques secondes, puis tout est redevenu normal. Ma voiture avait calé, alors j'ai redémarré et dépassé le panneau stop. Quand je me suis engagé sur la route principale, j'ai tout de suite remarqué que les rues étaient très différentes. Elles étaient toujours noires, mais elles émettaient aussi une couleur iridescente d'un blanc éclatant qui illuminait l'environnement. Les lampadaires qui se trouvaient habituellement sur les terre-pleins centraux avaient également disparu, remplacés par des arbres. Le McDonald's était toujours près de chez moi, je pouvais voir l'enseigne. Cela dit, il se trouvait dans un bâtiment différent. Le bâtiment était beaucoup plus grand que d'habitude, mais jusqu'ici c'était la chose la moins étrange qui se soit produite durant ce trajet. J'ai donc conduit dans cette direction, toujours très perplexe face à ce changement soudain. Ma chienne à l'arrière de la voiture semblait s'être bien mieux adaptée à ce changement, car elle avait repris sa position habituelle et sorti la tête par la fenêtre pour renifler l'air. Je me suis arrêté au seul feu rouge entre moi et ma destination, et la voiture devant moi était d'un modèle que je n'avais jamais vu. Le logo à l'arrière représentait un cercle argenté avec ce qui ressemblait à un aigle sicilien au milieu. Sur la poitrine de l'aigle se trouvait la lettre G en police cursive. Le modèle de la voiture s'appelait Vapor.
La plaque d'immatriculation, cependant, était semblable à toutes les autres. Je passe donc le feu et me demande toujours ce qui s'est passé quand j'arrive au McDonald's. J'atteins le menu du drive-in, composé entièrement d'écrans LCD qui affichent des produits et des gifs en boucle de gens qui mangent en souriant. Mon menu habituel est toujours là, bien qu'il soit 2 $ plus cher que d'habitude, alors je le commande. J'avance jusqu'à la fenêtre, ma carte de crédit déjà sortie pour payer. L'employé ouvre la fenêtre. Je lui tends ma carte, il la regarde, puis revient sur moi et me dit « On n'accepte pas ça ici », avant de me tendre un gadget qui me rappelle le tensiomètre de mon père. Je suppose que j'étais censé y mettre mon doigt, mais j'étais tellement décontenancé que j'ai simplement demandé « Je peux payer en espèces ?» En espèces ? Ouais, bien sûr. Je lui tends donc un billet de 20 $ qu'il inspecte pendant plus longtemps que nécessaire, puis il me donne mon reçu sans me rendre la monnaie. Quand je lui demande la monnaie, il me regarde d'un air confus et me dit « On n'a pas d'espèces ici, monsieur. On ne peut donner que des bons d'achat. » Ah, ok. Je regarde mon reçu et comme par magie, il est indiqué en bas « Valeur en espèces, 11,26 $. Ça me convient. J'avance jusqu'à la fenêtre suivante. Après avoir attendu quelques minutes, l'employé suivant ouvre sa fenêtre, ma commande à la main et un grand sourire aux lèvres. Il me tend le sac et j'y glisse le reçu. Il me dit alors « Oh, attendez, j'ai oublié vos frites. Est-ce que je peux récupérer le sac s'il vous plaît ?» Je lui rends donc le sac et quelques secondes plus tard, il revient et dit « J'espère que vous passerez une excellente journée. J'ai préparé cela Excellente journée. Ça a continué quelques secondes. Son visage et son corps bougeaient et se réinitialisaient comme lorsqu'une cartouche de Nintendo 64 est mal insérée dans la console. Je n'ai pas eu le temps d'être terrifié sur le coup car pendant que cela se produisait, j'ai ressenti à nouveau une vague d'électricité me submerger. Comme la fois précédente, j'ai entendu ma chienne gémir, et quand je me suis retourné, elle était recroquevillée à l'arrière, le poil hérissé. Et tout comme la fois précédente, j'ai entendu un fort bruit de Larsen. Mes yeux ont mis quelques instants à s'ajuster, mais quand le monde est redevenu net, j'ai vu que j'étais sur un parking. J'ai reconnu tout ce qui m'entourait. C'était le parking où se trouve habituellement le McDonald's. Et effectivement, le McDo était visible dans mon rétroviseur à son emplacement habituel. J'ai donc passé à nouveau commande. Mon billet de 20 $ avait disparu, tout comme mon bon d'achat ou ce qui s'y apparentait. Et je suis rentré chez moi. Honnêtement, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé, et je voulais noter autant de détails que possible pendant que c'était encore frais dans ma mémoire. Voilà pour cette histoire extrêmement bizarre, et parmi les différentes interprétations, certains pensent qu'à défaut d'avoir brièvement changé de dimension, l'OP a peut-être fait un saut dans le temps, vers le futur. Ce sont des conjectures divertissantes, mais je ne vous cache pas que perso, bien que plutôt cool, je trouve cette histoire très peu crédible. D'ailleurs, beaucoup accusent l'OP de détourner le subreddit qui, en théorie, n'est pas destiné à accueillir de la fiction, à la différence d'autres subreddits qui sont dédiés à ça, comme le célèbre r/nosleep. Bref, on va laisser ici l'OP et son McDonald's du futur ou d'une dimension parallèle. On va maintenant se pencher sur un cas que je trouve fascinant et qui va être l'occasion de parler un peu de musique, une de mes grandes passions. On la trouve sous l'entrée Euronymous dans les profondeurs de l'iceberg parmi ses cas les moins connus. Elle est postée le 4 octobre 2013 par l'utilisateur I Love the Transylvania sous forme d'un appel à l'aide dédié, comme le titre l'indique, aux fans de black metal, aux Norvégiens et à quiconque pourra l'aider à dénouer les fils d'un étrange mystère. J'ai vraiment besoin d'aide et je n'ai nulle part ailleurs vers qui me tourner. Au cours des derniers jours, j'ai pleuré plus de fois que je ne peux le compter. Je n'ai jamais été aussi déboussolé de toute ma vie et mon monde et ma réalité entière sont en train de partir en morceaux. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, mais du jour au lendemain, les choses semblent être devenues complètement dingues. Euronymous est mort. Je l'ai découvert sur Tumblr. Je scrollais à travers les sujets quand j'ai vu une photo de lui avec Rip. Je ne sais même pas comment décrire ça, j'ai cru que c'était une satanée blague. C'était une photo de lui enfant avec Rip écrit dessus. J'ai visité le blog de la personne et il y avait d'autres trucs de black metal. Et c'est là que j'ai su que quelque chose déconnait. Alors, c'est là qu'il faut donner un peu de contexte en parlant un peu de qui est Euronymous, Øystein Aarseth de son vrai nom. Il s'agit d'un musicien norvégien à l'origine du groupe Mayhem et du style musical du black metal, un style de rock extrêmement brutal dont l'imagerie s'inspire du satanisme et du paganisme nordique. Euronymous était une figure centrale de cette scène, non seulement en tant que musicien, mais aussi en tant que propriétaire du label de musique indépendant Deathlike Silence Productions et du magasin de disques Helvet à Oslo, un lieu de rencontre pour les musiciens et les fans du genre. Et ceux qui s'intéressent à ce genre musical savent qu'Euronymous a été victime d'un meurtre en août 1993 commis par le musicien Kon Grishnak, un ancien membre de Mayhem et fondateur du groupe Burzum. L'histoire de ce meurtre est complexe, mais une chose est sûre, Euronymous est mort il y a de cela des décennies. Une chose que l'OP semble ignorer. Je pensais que c'était du gros troll, mais j'ai fait une recherche.
J'ai cherché son nom et ça disait qu'il était mort depuis 1993. On est en 2013. Je n'arrive même pas à... je sais pas. Il y a seulement 2 mois je l'ai vu, tous mes potes adorent Mayhem et il est impliqué dans tellement d'autres groupes, c'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce qui se passe? Euronymous n'est pas mort, je le sais parce que je l'ai vu en chair et en os cet été. Je l'ai vu à Wacken il y a seulement 2 mois, j'ai lu des interviews de lui le mois dernier. Je prévoyais d'aller à son magasin pour la 2e fois en novembre vu que j'ai de la famille à Oslo. Je lui ai parlé personnellement au début des années 2000 dans son magasin, j'y ai même acheté un disque. Je suis tellement confus et effrayé, j'ai lu qu'il avait été assassiné par un mec nommé Vikernes. Je n'ai jamais entendu ce nom, j'ai l'impression que ça sort d'un cauchemar. Alors, Varg Vikernes est le véritable nom de Count Grishnak, l'assassin d'Euronymous. Ce dernier a d'ailleurs été remis en liberté en mai 2009 après avoir purgé 15 ans de sa peine de 21 ans. L'OP poursuit en expliquant que les mots de passe de ses comptes internet semblent avoir changé, de même que les numéros de téléphone de ses amis. Il a l'impression que l'histoire est en train d'être réécrite devant ses yeux, et son message est une dernière tentative avant de se rendre dans un hôpital psychiatrique. Évidemment, les commentaires sont pleins de questions. Et pour y répondre, l'OP va faire un edit de son post, dans lequel il va donner plus de détails sur la vie d'Euronymous tel qu'il s'en souvient. Je crois qu'il est assez riche grâce au succès de son label. Tout groupe de black metal qui vaut quelque chose en Scandinavie et au-delà passe par lui. Il est marié et il me semble que sa femme s'appelle Elise ou Lisa, quelque chose du genre. Ils ont un fils. Désolé, je ne me rappelle pas son nom. Il a quelque chose comme 10 ans, mais ils sont discrets à son propos. Quelques souvenirs récents, je me souviens que l'année dernière, il y a aussi eu un événement où le meilleur groupe d'un concours avait la chance de faire une tournée aux côtés de Mayhem. Dans l'ensemble, les Norvégiens le considèrent comme un bon citoyen. Il a beaucoup fait pour le pays et pratiquement tout le monde le connaît. Il n'a pas été impliqué dans des actes criminels depuis le passage du nouveau millénaire. Il a eu des ennuis à la fin des années 1990, mais les charges n'étaient pas très graves. Des coups et blessures, il me semble, mais je ne pense pas qu'il ait passé du temps en prison. Euronymous poste semi-régulièrement sur une page web avec des mises à jour sur le groupe et sa vie. Je crois que le dernier post disait qu'après Wacken, il passerait du temps avec sa famille et ne ferait pas de tournée pendant quelques mois. L'OP partage ensuite des paroles dont il se souvient de quelques-unes des chansons récentes de Mayhem. Puis, dans un deuxième edit, il partage des photos de l'album qu'il a acheté dans le magasin d'Euronymous en 2003. Et il raconte son interaction avec le musicien, qui se trouvait derrière le comptoir du magasin et qui lui a demandé pourquoi il avait choisi un album ancien et s'il préférait leur ancienne musique à leur composition plus récente. Bref, les réditeurs lui confirment qu'Euronymous est bien mort, du moins dans cette réalité. Mais il y a un petit détail qui apporte encore un peu de mystère à cette histoire. Quelques semaines plus tôt, un autre réditeur a partagé des rêves étranges à propos de Mayhem, dans lesquels il entendait des paroles identiques à celles partagées par l'OP. Comme le dit un réditeur, soit c'est le troll le plus élaboré que j'ai vu, soit il y a quelque chose de très bizarre qui est en train de se passer. Parmi les hypothèses, il y a bien sûr celle que l'OP a changé d'univers. C'est ce qui expliquerait ce qui s'apparente à un énorme effet Mandela, autrement dit une modification du passé. Bon, évidemment l'explication rationnelle veut que ce soit du troll dans les règles de l'art, mais c'est sans compter sur la suite des événements. En effet, les choses ne s'arrêtent pas là, et l'OP partage un autre message quelques mois plus tard, le 11 février 2014. C'est moi, le gars de l'univers où Euronymous n'est pas mort. J'ai découvert plus de choses. Après avoir redonné le contexte de son histoire, il explique qu'il a consulté et que les docteurs lui ont diagnostiqué une amnésie dissociative. Ils m'ont dit que j'avais des problèmes, de sérieux problèmes dans la tête. Mais personne n'a expliqué pourquoi j'ai tous ces souvenirs de choses qui ne sont pas arrivées. J'ai d'autres souvenirs également, il y a des entreprises différentes, des personnes différentes aux infos, des gens qui étaient à la télé pendant des années ont soudain disparu, remplacés par de nouvelles personnes. Les cartes géographiques elles-mêmes ont l'air différentes à certains endroits. Facebook est super populaire, alors qu'avant personne ne l'utilisait et les gens préféraient d'autres sites comme Earthscape. Des groupes dont je n'ai jamais entendu parler sont maintenant très populaires, alors que j'ai été fan de musique toute ma vie. Un groupe, Metallica, est mondialement connu, mais je me souviens qu'ils s'étaient séparés au milieu des années 90. Ma réalité est correcte, mais mes souvenirs semblent être passés dans un mixeur. J'ai ce rêve où j'ai bu et pris beaucoup de pilules et suis allé me coucher. C'est probablement des conneries et des pensées fausses implantées dans ma tête. Mais peut-être que je suis mort et que je me suis réveillé ici, c'est ce que les gens me disent. Pour le résumer en 2 mots, ce que l'OP nous présente là s'assimile à une hypothèse qui revient souvent sur ce subreddit, celle de l'immortalité quantique. Autrement dit, il serait mort dans son univers d'origine et aurait sauté dans une autre dimension. C'est ce saut interdimensionnel qui expliquerait les différents changements dont il fait l'expérience. Bref, on va quitter la LOP, mais si le sujet vous intéresse, vous pouvez explorer le thread où il répond à d'autres commentaires qui lui demandent les différences entre l'univers dont il proviendrait et le nôtre.
De notre côté, on va passer à l'histoire suivante, celle qu'on trouve sous l'entrée Ignore, juste sous la surface de l'iceberg. Elle est postée en réponse à un thread créé le 25 mai 2020 par l'utilisateur Alt4Life95 et qui demandait « Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà eu l'impression d'avoir remarqué quelque chose d'étrange, mais que votre cerveau a choisi de l'ignorer ?» Dans son post, l'utilisateur décrit un sentiment plus qu'une véritable expérience. Il a du mal à expliquer pourquoi, mais parfois il a l'impression d'être témoin de choses tellement inhabituelles ou illogiques que son cerveau décide de les filtrer et de les ignorer, comme si son esprit décidait de refouler un événement qui remettrait en cause sa perception de la réalité. Et bien sûr, il y a d'autres redditeurs qui sont familiers de ce sentiment et qui vont apporter leur témoignage dans les commentaires. Celui de Bushy Dick for Days est particulièrement intéressant. Voici ce qu'il raconte. Je traversais une ville en voiture quand tout est devenu étrangement silencieux et le temps a semblé comme ralentir. J'ai jeté un œil à ma gauche et j'ai vu qu'il se passait quelque chose entre guillemets. Une sorte d'agitation mais silencieuse. Je sais qu'il y avait des gens, des véhicules, un trottoir et des immeubles, mais impossible de décrire précisément la scène, c'est comme si je l'avais oublié sur le champ. Quoi qu'il en soit, dès que j'ai regardé, je me suis dit « je ne suis pas censé voir ça ». J'ai alors ressenti une violente décharge derrière mon oreille gauche. Ma tête a été brutalement projetée en avant et j'ai continué à conduire. C'était si fort et si rapide que j'ai cru qu'on m'avait tiré dessus. Je n'ai pas osé regarder en arrière ni dans les rétroviseurs, j'ai simplement poursuivi ma route comme si de rien n'était. Dans un edit, le redditor précise que tout ça s'est déroulé en pleine journée. Il y avait des voitures devant et derrière moi et des gens qui, un peu partout, vaquaient à leurs occupations. Mais cette scène sur laquelle mes yeux sont tombés sur ma gauche semblait déplacée, comme si elle n'avait rien à faire là. Je ne peux pas l'expliquer mieux que ça. Le redditor évoque les Men in Black quand ils effacent la mémoire des passants qui ont assisté à la présence d'extraterrestres pour remplacer leurs souvenirs par quelque chose d'autre. Perso, ça me fait penser aussi à la nouvelle de Philip K. Dick, The Adjustment Team, qui a inspiré un film sorti en 2011 avec Matt Damon, dont on pourrait traduire le titre anglais par « Le bureau de réajustement ». Quoi qu'il en soit, l'idée c'est que des entités pourraient manipuler le réel et corriger des événements indésirables tout en modifiant la mémoire que les personnes en gardent. Dans cette perspective, ce dont parle l'OP et le commentateur pourrait être une forme de souvenir résiduel d'un de ces ajustements. On est clairement ici dans la science-fiction et dans une forme de paranoïa cosmique, où la réalité elle-même serait le fruit d'une manipulation consciente. Mais je trouve le thème assez fascinant. Il me fait d'ailleurs penser aussi au film Dark City, dans lequel des êtres dotés de capacités surnaturelles modifient chaque nuit une ville plongée dans le noir, en reprogrammant la mémoire de ses habitants. Très bon petit film, avec une ambiance bien pesante, je vous le conseille. De mon côté, je dois avouer que j'ai ressenti ce sentiment une fois, en revenant d'un camping sur la plage d'une petite île, avec un groupe de potes backpackers rencontrés pendant des vacances en Asie du Sud-Est. On avait pris un petit bateau pour se rendre jusque sur une île où on avait fait un feu, tapé un barbecue et passé la nuit à faire la fête. Autant vous dire que le lendemain, lorsque le soleil se levait sur la mer bleu turquoise, je ne me souvenais plus de tous les détails de la soirée. Mais ce qui est extrêmement bizarre, c'est que j'ai depuis l'idée, le sentiment que quelque chose s'est déroulé pendant cette nuit. Quelque chose que nous avons tous oublié, comme si ça avait été effacé de nos mémoires. Je n'en ai parlé à personne sur le coup, mais quand j'y repense, je m'imagine des trucs dans le style rencontre du troisième type. Peut-être qu'on a été visité par un ovni ou qu'on a vécu un autre événement anormal. Quelque chose de tellement inhabituel que nos cerveaux ont décidé de l'ignorer, comme l'OP de ce post. Et de votre côté, est-ce que vous avez déjà eu ce genre de sentiment? N'hésitez pas à partager vos histoires étranges et à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Enfin, si vous voulez explorer plus de bugs dans la matrice, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.